Merci à tous d'abord d'être venus pour notre 4e conférence de l'année déjà, après celle d'Emmanuel Todd, assez remarquée, celle de Pierre Conessa et celle de George Kuzmanovic, à qui il est arrivé un sale coup aujourd'hui, mais c'est pas le sujet. Donc avant de présenter nos invités et de parler justement du sujet, Emmanuel Macron et l'Allemagne, souveraineté européenne ou servitude volontaire, j'aimerais essayer de faire un petit rapport quand même avec l'actualité et le mouvement des Gilets jaunes pour essayer de le raccrocher au sujet, puisque ça paraît quand même assez inévitable de l'évoquer. Déjà en disant peut-être que c'est une évidence qu'il s'agit d'une colère qui vient de plus loin que ces taxes, que c'est pas simplement cette taxe sur l'essence, et qu'il s'agit plutôt d'un rejet de Macron et du système, tel que le mot est employé. Donc le système, s'il fallait essayer de le déterminer ici rapidement, que je pourrais pas faire en profondeur, disons simplement qu'il s'agit du cadre des politiques globales telles qu'elles sont menées depuis 20 ou 30 ans, le cadre qu'on appelle néolibéral, lié à l'effacement de la nation et de la démocratie pour le marché et le pouvoir de l'argent. Et évidemment que l'Union européenne et la construction européenne ont un rapport dans tout ça, avec cette colère des catégories populaires qu'on appelle France périphérique. Même si on pourrait passer, je pense, 2 heures, voire plus, à expliquer en quoi l'Union européenne a permis cette colère, je dirais simplement que la quasi-absence de l'Union européenne au rang des accusés dans les médias aujourd'hui est symptomatique du fait que l'Union européenne est une structure politique très furtive, en fait. Parce qu'on ne voit jamais directement ses effets. Je dirais même que la grande force de l'Union européenne, c'est d'échapper à la responsabilité des conséquences de ses politiques. Marcel Gauchet, dans le chapitre Le piège européen, l'excellent chapitre de son livre Comprendre le malheur français, dit justement que l'Union européenne sont des institutions qui détestent la lumière, et on le voit encore aujourd'hui. On pourrait par exemple parler de l'euro, du fait qu'il y ait pour beaucoup dans la destruction de notre industrie et dans la hausse du chômage. Mais les gens, évidemment, ne peuvent pas faire directement le lien entre leur colère et l'euro. Il faudra avoir des compétences en politique monétaire, pouvoir parler des parités de taux de change et tout ça, ce qui est quand même assez ésotérique. On pourra aussi parler des traités de libre-échange, éminemment pourvoyeurs de destruction écologique, qui empêchent toute législation écologique avec le Japon, le Mexique ou le Canada. Il y a aussi des colères qui se voient, des causes de la colère qui se voient un peu plus. C'est ce qu'on entend parfois dans les manifestations, comme aux Champs-Élysées samedi, c'est les élites, le lobbying de Bruxelles, le référendum de 2005. Maintenant, sur le rapport de la taxe sur l'essence directe avec notre système économique, il n'est pas non plus si difficile à établir. Il faut voir que cette taxe est en fait un symptôme. Le symptôme de ce que sont devenues nos politiques dans la globalisation néolibérale et l'Union européenne qui en est le cheval de Troie. Ou, puisque nos États sont en fait impuissants à arbitrer et régler les problèmes par le haut et le conflit avec les grandes puissances d'argent, on impose des taxes, où il est impossible d'imposer des taxes aux grandes entreprises, faire du protectionnisme, éviter le dumping fiscal, etc. On en est réduit à de l'ajustement par le bas. Et par le peuple, donc par la hausse des taxes, mais aussi par la déflation salariale qu'on voit avec les lois travail, etc. Et le reniement de nos acquis sociaux. Donc c'est là qu'on voit que la perte de souveraineté et la construction européenne ont donné des effets très concrets sur les gens d'en bas, et très indirects. Donc le lien entre la colère sociale et la politique européenne d'Emmanuel Macron, il est aussi tout trouvé. Macron en est arrivé à un point où en fait la seule chose qui lui donne l'illusion d'avancer dans son quinquennat, c'est son projet européen, pour lequel il n'a absolument pas avancé, mais grâce auquel il nous promet énormément. Donc il y a une constance à ce titre dans l'européisme, c'est de prendre les belles idées et les intentions en place des réalités. C'était par exemple l'Europe sociale, on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas comment ça va se passer, mais on continue dans l'Union européenne parce qu'il y aura l'Europe sociale. Avec Macron, c'est la souveraineté européenne. On va faire l'armée européenne, on va faire un budget européen, on ne sait pas comment, mais le projet reste en place et l'horizon est toujours là parce qu'on a ces belles intentions qui président aux réalités. Et on voit là donc la forte proportion dogmatique et quasiment religieuse de l'Union européenne et son syndrome de Stockholm qu'elle génère chez nos dirigeants. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'elle pose des problèmes, mais on lui trouve toujours des qualités. Ça donne, du coup, on va changer l'Europe, on va rester dans l'Europe. On peut faire l'Europe sociale, on peut faire l'Europe comme ci ou comme ça.
Donc je ne vais pas analyser ici le concept de souveraineté européenne qui est inhérent au projet macronien, Pierre Manant le fera très bien. Je ne vais pas non plus détailler l'état des relations franco-allemandes, ce que Coralie Delhomme fera très bien. J'ai juste essayé de dire que le lien entre le projet européen et nos relations à l'Allemagne est évident. En fait, pour avancer dans son projet européen et stimuler le mouvement, Macron doit donner des gages à l'Allemagne pour qu'elle lui fasse en retour des concessions. C'est le budget européen, l'armée européenne, le Parlement, la zone euro, ce que Coralie Delhomme décrira très bien. Il doit donc à tout prix montrer qu'il est exemplaire sur les réformes menées, et la pire image qu'il pourrait donner à Merkel sur le plan et aux autres pays sur le plan international, ce serait de reculer, d'arrêter. Ce serait pas seulement abandonner une taxe, par exemple aujourd'hui, ce serait revenir sur toute sa communication qui montre qu'il avance. C'est-à-dire on fait les réformes, on a encore le projet, on a été élu pour ça, etc. Donc à ce titre, il est empreint du modèle allemand qui a lui-même empreint toutes nos élites, mais Macron est très symptomatique de cette admiration pour le modèle allemand, qui a un modèle, disons, de rigueur politique, qui a amené, par exemple, les élites politiques allemandes dans les années 2000 à faire la déflation salariale, la baisse des acquis sociaux pour rentrer parfaitement dans l'Union européenne, ce qui fait qu'aujourd'hui l'Union européenne est de long en large dominée par l'Allemagne. Donc c'est un modèle d'une rigueur implacable. Et on voit même que des infos sont sorties comme quoi Macron serait prêt à céder notre place à l'ONU et notre arme nucléaire à l'Allemagne pour faire avancer ce fameux projet européen. Il a même cédé Alstom aux Allemands. Donc il est évident que pour son projet européen, Macron est prêt à faire cette taxe, qu'il ne reniera jamais cette politique, et que pour rentrer dans les clous des 3%, il est hors de question qu'il revienne sur ce qu'il a dit. Et c'est là qu'est l'enjeu du sujet. Si on comprend tout ce pourquoi Macron mène ses politiques sur le plan intérieur et impose ses sacrifices à son peuple, et qu'il est voué à un projet illégitime et irréaliste sur le plan extérieur, celui d'une Europe fédérale pour laquelle il est prêt à tout céder à l'Allemagne, il lui reste pas grand-chose, il lui reste rien. Le roi est nu. Si on comprend pourquoi il impose ses politiques à l'intérieur, et pour un projet d'extérieur lié à l'Allemagne et à la construction européenne illégitime, irréaliste, en fait, on a tout compris du macronisme, je pense. Il reste plus grand-chose en termes de légitimité. Donc Pierre Manant, vous êtes un de nos plus grands intellectuels. Vous avez côtoyé Raymond Aron, vous en avez été l'élève. Vous avez écrit La raison des nations, un ouvrage consacré aux conséquences démocratiques de l'effacement des nations. Vous y liez la nation comme structure politique à la nature même de l'individu, et en fait le cadre exclusif au sein duquel l'individu comme citoyen acquiert sa pleine humanité. Vous êtes à ce titre, en tant que philosophe des formes politiques, la personne idéale pour étudier la question de la souveraineté européenne, un concept qui n'a pas encore été bien analysé, et pour étudier notre rapport à l'Allemagne sur un plan plus historique et philosophique. Coralie Delhomme, vous êtes essayiste. Après avoir écrit La fin de l'Union européenne, vous avez écrit récemment Le couple franco-allemand n'existe pas. Vous y montrez que contrairement à la vision française d'une symétrie du pouvoir partagé entre la France et l'Allemagne dans l'Union européenne, l'Allemagne nous domine largement, tout comme elle est parvenue à imposer sa domination à l'Union européenne. Vous étiez donc la personne idéale pour interroger le rapport de notre politique à la politique européenne et celle d'Emmanuel Macron plus précisément, tout comme sa relation particulière avec Angela Merkel. À ce titre, je vous laisse la parole. Merci. Je vais commencer, si vous voulez bien, par faire un discours sur l'état de l'Union, un petit tour de l'actualité européenne, pour voir où on en est et pour essayer de vous montrer que ça peut tout à la fois, même si ça peut sembler paradoxal, claquer à tout moment et durer très longtemps. Durer très longtemps, pourquoi ? Mais parce que tout simplement, il y a des enjeux financiers qui sont considérables derrière cette construction européenne. C'est une Europe qu'on a fait par l'économie, par le marché, par la monnaie, et c'est véritablement une Europe du capital. Donc le rapport des forces est très, très inéquitable en faveur du capital, et il y a des intérêts financiers colossaux qui ne vont pas lâcher l'affaire comme ça. Bon. En même temps, on voit bien que ça s'effiloche de tous les côtés. Parce que toutes les périphéries sont en train de lâcher. Le Royaume-Uni, la Grèce s'est déjà fait atomiser, donc elle est hors jeu maintenant. L'Italie commence à bouger. Bon, donc un accident industriel n'est pas à exclure, et même assez probable. Moi, je pense que à un moment, je plaidais pour une déconstruction de l'Union européenne concertée, mais je crains que ça ne se fasse plutôt par accident.
Et donc, je vais vous faire un petit tour de ce qui se passe en ce moment dans l'Union pour essayer de vous montrer ça et à quel point c'est compliqué. Alors, dans un premier temps, on va voir un petit peu ce qui se passe autour du Brexit. On est en train de négocier actuellement le Brexit. Le Royaume-Uni a décidé de sortir en vertu de l'article 50 du traité, qui est un article qui existe. Donc, s'il existe, c'est parce qu'il était concevable qu'il soit mis en œuvre. Et s'il a été prévu, c'est pour faciliter la sortie à la fois pour l'Union européenne et pour le pays qui sort. Il a bel et bien été prévu pour être appliqué. Donc en principe, si un pays veut recouvrir sa souveraineté, il n'y a pas de jugement de valeur à mener sur cette affaire, il y a simplement à le mettre en œuvre. Or, ce qu'est en train de faire l'Union européenne actuellement, c'est qu'elle est en train de punir, comme elle a puni la Grèce, très, très férocement, elle est en train d'essayer de punir le Royaume-Uni. De le punir en lui imposant un deal qui est un deal absolument, à mon avis, inacceptable. C'est-à-dire que ce qui est en train d'être prévu actuellement, c'est que le Royaume-Uni va rester dans le marché unique, dans son intégralité, pendant une période de transition, mais en même temps, il n'aura plus voix au chapitre, il continuera d'être soumis à toutes les législations européennes, en particulier à celle de la Cour de justice de l'Union. Or, les Britanniques avaient précisément indiqué qu'ils souhaitaient y échapper, et le Royaume-Uni n'aura plus la possibilité d'intervenir pour influer sur ces réglementations européennes. Donc c'est un deal qui va priver le pays d'un peu plus de souveraineté, alors même que le référendum sur le Brexit montrait que c'était un pays qui voulait recouvrer de la souveraineté. Donc à mon avis, c'est un deal qui n'est pas acceptable, qui risque au mois de décembre d'être refusé par la Chambre des communes, et on risque de cette manière-là de se retrouver avec une absence de deal, ce qui va secouer très fort l'économie européenne qui va déjà pas très bien. Notamment, la croissance s'est contractée en Italie et en Allemagne. Bon, il manque plus que ce choc-là, et ça va être le pompon. Bon. En même temps, les Européens se sont montrés très féroces. Ils ont utilisé la question irlandaise, instrumentalisé la question irlandaise en faisant valoir au Royaume-Uni qu'il pesait carrément un risque sur l'intégrité de son territoire. Donc je ne sais pas pourquoi Theresa May a accepté ce deal, mais je pense que ça n'ira pas bien loin en l'état actuel des choses. C'est dommage pour la France, parce que la France a tout intérêt à avoir de bonnes relations avec le Royaume-Uni. C'est l'un des pays avec lequel il est un excellent commercial, il n'y en a pas tant que ça. Et puis c'est un pays, c'est l'autre puissance militaire de l'Europe, c'est un pays avec lequel la France a des accords dans le domaine de la défense. Bon, on n'a vraiment aucune... La France, par le truchement de Michel Barnier, se montre très dure, mais on n'a aucun intérêt à ce que ça se passe mal, finalement. Dans un autre pays, l'Italie, il y a des tensions également. Les Italiens semblent... Alors, j'ai vu aujourd'hui qu'ils revenaient peut-être un peu sur leur projet de tenir tête à la Commission européenne, mais enfin, jusqu'à présent, ils ont témoigné d'une volonté d'engager un rapport de force avec la Commission européenne sur la question de leur budget. Alors, ce qui se passe entre la Commission européenne et l'Italie, c'est un peu curieux parce que l'Union européenne veut absolument que l'Italie revoie son projet de budget au motif qu'elle serait en déficit excessif. Mais ça n'est pas le premier pays à se trouver en déficit excessif. D'ailleurs, c'est même pas son déficit qu'on lui reproche, mais sa dette. La France elle-même a été en déficit excessif pendant 10 ans. Donc on voit bien que l'affaire est très politique, bien plus qu'elle n'est économique. La Commission européenne a retoqué le budget de l'Italie, c'est la première fois qu'elle le fait dans le cadre de ce qu'on appelle le semestre européen, et a demandé à l'Italie de réécrire son projet de loi de finances pour 2019, et pour l'instant, les Italiens ont dit qu'ils ne le feraient pas. Donc on s'achemine vers un conflit qui va se durcir, sauf si les Italiens changent d'avis. Jusqu'où ça peut mener l'Italie, je ne sais pas. Est-ce qu'ils ont pour l'instant formalisé une volonté de sortir de l'euro? Pas du tout, mais en tout état de cause, le précédent grec fait que, au moins, ils se préparent à quelque chose. J'en veux pour preuve le fait que, par exemple, si la Ligue n'a pas réussi à mettre Savona, l'eurosceptique notoire, au ministère de l'économie, elle ne l'a pas dégagé pour autant, elle l'a mis aux affaires européennes. Et par ailleurs, c'est une information qui s'est peu vue, parce que c'est un peu de la mamaille interne italienne, mais il est vrai que les Italiens ont nommé, le gouvernement italien a nommé à la présidence des commissions budget-finance des deux assemblées,
deux économistes qui sont des eurocritiques très virulents, Alberto Bagnai et l'autre s'appelle Claudio Borghi, je crois. Et Bagnai a écrit un livre très dur sur l'euro, qui est un best-seller d'ailleurs, qui s'est très bien vendu pour plaider en faveur de la sortie. Donc vraisemblablement, les Italiens se préparent de manière quand même assez sérieuse, même s'ils n'expriment pas pour l'instant le besoin de rompre. Voilà. Autre zone géographique où les choses sont tendues, c'est l'Europe de l'Est. Vous avez dû voir que la Commission et le Parlement européen, chacun des deux, ont demandé à ce que soit sanctionnée la Pologne et à la Hongrie pour manquement aux valeurs de l'Union. Bon, cette affaire n'ira pas jusqu'à son terme parce qu'il n'y aura jamais au Conseil d'unanimité pour punir ces pays, l'un ayant vocation à soutenir l'autre. Donc, à la fin, on va se rendre compte que tout ça, c'était simplement déclaratoire et que l'Union européenne n'est pas en mesure d'imposer des contraintes. Elle ne va pas quand même envoyer l'armée, voilà, pas de police, pas d'armée. En fait, le roi est nu. De la même façon que si l'Italie entre en conflit et impose des sanctions, il suffirait que l'Italie décide de ne pas les payer, et alors quoi? Et alors rien, en fait. Donc, tous ces événements mis bout à bout sont en train de rappeler aux pays, aux différents pays, que finalement la souveraineté c'est simplement une question de volonté et que si on veut être souverain, on l'est. Voilà, il n'y a pas véritablement de moyen de contrainte et ça va apparaître au grand jour, de sorte que forcément il y a de plus en plus de pays qui vont avoir envie de désobéir. Si l'Italie arrive à faire un petit peu de relance keynésienne, pourquoi l'Espagne n'aurait-elle pas envie d'essayer par exemple? Voilà. Donc on en est là, si on fait le tour de l'Union européenne, on en est aussi au fait que beaucoup d'observateurs du monde de la finance disent qu'il peut y avoir une crise financière à tout moment. Or, on a beaucoup de banques en Europe qui sont en très mauvais état. Les banques italiennes, par exemple, elles sont très exposées à la dette italienne. Donc si les taux d'intérêt sur la dette italienne grimpent, ça fragilise les banques. Il y a aussi la grosse banque allemande, la Deutsche Bank, qui est une banque extrêmement fragile, qui a beaucoup joué à l'économie casino et qui est embarquée dans des trucs judiciaires. Enfin, c'est vraiment pas très propre. Et cette banque, elle pourrait aller, elle aussi, au bord de la faillite. Et il faudrait bien à ce moment-là que l'État allemand intervienne. Bon. Face à tout ça, on nous explique que l'Europe fait front et on nous explique que le couple franco-allemand est très uni. Alors, il est très uni pour être dur dans la négociation avec le Royaume-Uni. Il est très uni pour refuser à l'Italie son projet de budget. Il est même très uni face à Trump, nous dit-on, et on nous présente même Trump parfois comme étant l'occasion rêvée pour relancer l'Union européenne, et en particulier le couple franco-allemand. Alors, est-ce que c'est vrai? À mon avis, pas tellement. La France passe son temps d'une façon presque déraisonnable. Emmanuel Macron est amoureux de l'Allemagne, mais d'ailleurs, c'est Pierre Manant qui l'a écrit dans un article au Figaro, un entretien au Figaro, expliquant que la France est amoureuse de l'Allemagne et que cette passion est non réciproque. Mais c'est vrai que la France actuellement court après l'Allemagne, lui proposant mille et une choses, mais l'Allemagne, de façon assez polie et furtive, elle dit oui, mais en réalité elle ne fait rien. Elle ne répond pas, par exemple, elle ne répond pas favorablement au projet de réforme de la zone euro qui permettrait une intégration budgétaire supplémentaire. Voilà. Et si l'Allemagne ne fait rien, dans le cadre où on se trouve d'une Europe très allemande, on voit pas comment on pourrait, enfin, si l'Allemagne n'a plus envie de l'Europe, on voit pas bien comment ça pourrait continuer à avancer. Et pourtant, c'est bien l'Allemagne qui est le leader de fait de... C'est bien l'Allemagne qui est aujourd'hui le leader de fait de l'Union européenne. Alors, je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Il y a des gens qui parlent de quatrième Reich, qui expliquent que l'Allemagne, faute d'avoir gagné la guerre, a gagné la paix. C'est vrai qu'elle est en position économique très favorable actuellement, mais à mon sens, ça ne dérive pas d'un projet impérialiste conscient, quoi. C'est davantage lié aux structures de l'Europe, à un certain nombre de choix qui ont été faits,
des choix qui ont été faits, y compris par des dirigeants français, à l'époque de Mitterrand, à l'époque de Jacques Delors, et un certain nombre de choix ont été faits qui, aujourd'hui, produisent des effets mécaniques et qui ont érigé l'Allemagne en leader de facto de l'Union européenne, sans même qu'elle ait à y penser, en réalité. Alors je pense à plusieurs choses. Je pense au choix, par exemple, de la supranationalité, qui a été préférée à l'intergouvernementalité qui était plaidée à l'époque par les gaullistes. Les gaullistes qui avaient proposé le plan Fouché, qui était un plan visant à faire coopérer un ensemble de nations souveraines dans le domaine essentiellement des affaires étrangères et de la défense. Le choix qui a été fait en réalité est celui de l'intégration supranationale, et l'Union européenne telle qu'elle en résulte est une Europe qui rappelle bien plus à l'Allemagne sa tradition politique de long terme qu'elle ne rappelle la nôtre. L'Union européenne actuelle, c'est un espèce d'empire mou. D'ailleurs, Bruno Le Maire l'a dit récemment, il a dit « il faut que l'Europe devienne un empire ». Bon, il faut, je ne suis pas sûre, mais enfin, ça ressemble pour l'instant à un espèce d'empire mou, et avec ça rappelle la tradition allemande du Reich, mais non pas au sens du Troisième Reich, davantage au sens du Premier Reich qui a duré très longtemps, plusieurs siècles, et qui était un ensemble hétérogène avec des frontières très, très labiles qui n'avaient jamais le même contour, avec différents niveaux de souveraineté superposés, et qui, effectivement, l'Union européenne d'aujourd'hui ressemble un petit peu à ça, et ça rappelle à l'Allemagne sa tradition politique de décentralisation, le fait qu'elle soit un État fédéral, bien plus qu'à la France, qui est un État un pays où l'État a précédé la nation et où la nation a été fabriquée presque au forceps par l'État. Et un philosophe néerlandais qui s'appelle Luc van Middelaar a écrit quelque chose de très bien à ce sujet. Je vais vous faire la citation. Elle est un peu longue, mais c'est intéressant. Alors, il écrit. C'est un philosophe néerlandais il a écrit un très bon livre qui s'appelle Le Passage à l'Europe. Et il a été aussi conseiller de Herman Van Rompuy, si quelqu'un se souvient de qui il s'agit. C'était le président du Conseil à une époque. Alors, Luc van Middelaar dit ceci. Si un jour l'État français disparaissait au sein d'un État européen, les Français n'existeraient plus en tant que tels, leur identité collective s'évaporerait, il en va tout autrement pour les Allemands. L'idée d'un État européen ne leur fait pas peur. Primo, ils peuvent très bien rester allemands au sein d'un État européen, dans la mesure où ils continuent à se sentir membres de la culture allemande. Secondo, vivant eux-mêmes au sein d'une république fédérale, constituée de plusieurs niveaux, il leur est assez facile d'ajouter une couche européenne. Et c'est vrai qu'ils le font très bien, ajouter cette couche européenne, et il suffit de voir à quel point l'Allemagne domine aujourd'hui les institutions communautaires pour se rendre compte qu'elle est là comme un poisson dans l'eau. Si on fait le tour des institutions, la domination allemande est vraiment très frappante. Sur 4 secrétariats généraux, il y en occupe 3. Celui du Parlement européen, celui du service d'action extérieure, celui le 3e, je ne sais plus. Bon, peu importe. Le seul qu'ils n'ont pas, c'est celui du Conseil. C'est un Allemand qui l'occupait jusqu'en 2015. Il l'a aujourd'hui lâché au profit d'un Danois. La domination du Parlement européen est spectaculaire. Sur 4 groupes parlementaires, sur 8 groupes parlementaires, 4 sont présidés ou coprésidés par des Allemands. Le secrétariat général est aux mains d'un Allemand. Ils ont également la présidence du mécanisme européen de stabilité, ils ont celle de la Banque européenne d'investissement, et ils ambitionnent de conquérir la présidence de la Commission si le candidat du Parti populaire européen peut ravir ce poste après les élections européennes de 2019. Donc c'est quasiment un grand chelem en fait, à la différence notable de la BCE. C'est vrai l'Allemagne n'a plus la main sur la monnaie, ça lui pose d'ailleurs beaucoup de problèmes, parce qu'elle n'aime pas la politique monétaire qui est actuellement menée. Mais bon, la Banque Centrale Européenne reste dirigée par un Italien, mais son mandat prend fin en octobre 2019. Donc on va voir ce qui va suivre. Est-ce que ce sera un Allemand? Je ne sais pas. Il y avait un candidat en lice. Apparemment, ils ont un petit peu renoncé. Ils préfèrent se consacrer à la conquête de la présidence de la Commission. Mais si c'est un Finlandais ou un Néerlandais, ce sera quand même
une politique monétaire très orthodoxe qui fera suite à celle plutôt hétérodoxe de Mario Draghi. Voilà. Donc, le choix de la supranationalité, qui a été préféré à un moment à la coopération intergouvernementale d'États-nations demeurés souverains, a fait que l'Allemagne se sent à l'aise dans cet ensemble à mi-chemin entre l'État fédéral et l'Empire mou. Voilà. Il y a d'autres choses qui ont fait advenir cette Europe allemande, c'est la façon dont l'Europe économique s'est construite. Un certain nombre de choix successifs ont été faits, qui ont fait monter en puissance l'économie allemande de façon très spectaculaire et qui font qu'aujourd'hui, elle est la première économie, mais alors de très loin. Voilà. Alors, le premier de ces choix, ça a été la conversion du marché commun en marché unique. Au sein du marché commun, on avait la libre circulation des marchandises et c'était tout. En 1986 a été adopté l'acte unique. Et à partir de ce moment-là, les quatre libertés ont été mises en place, celle de circulation non plus seulement des marchandises, mais également des capitaux des travailleurs et la liberté de prestation de services. Dès lors, le capital et le travail se sont mis à circuler librement dans la zone et sont allés se loger par un phénomène de polarisation que je ne décris pas parce que c'est assez compliqué, mais plusieurs économistes l'ont décrit très bien, un phénomène de polarisation industrielle qui ont fait que le capital productif est allé se loger là où l'industrie était déjà en meilleure forme. Le pays le plus industrialisé a comme aspiré à lui le capital productif et le travail. Et ça a généré un fort enrichissement de l'Allemagne et ça a laminé toutes les périphéries. Et d'ailleurs, on le voit, si on regarde l'arc d'entrée en crise en 2012 des pays périphériques, on a effectivement des pays qui sont périphériques. C'est-à-dire que les pays ayant eu recours à l'aide du mécanisme européen de stabilité, c'est la Grèce, le Portugal, l'Espagne, l'Irlande, il y en a peut-être un sixième, la Slovénie a échappé de peu. Voilà, donc ce marché unique a généré ce phénomène de polarisation qui a beaucoup renforcé l'Europe du cœur au détriment de toutes les périphéries. Voilà. Autre choix qui a été fait, et ça, on le doit beaucoup aux années Mitterrand, en fait, c'est le choix de l'euro. Le choix de l'euro dont l'Allemagne ne voulait pas, en fait. Des économistes orthodoxes allemands s'y sont opposés. Si vous avez envie de lire l'appel des 60 économistes allemands contre Maastricht, c'est très intéressant, il est en ligne. Ils avaient vu dès avant Maastricht ce qui allait se passer, et en particulier que les périphéries allaient s'appauvrir et qu'il y aurait une gestion laxiste de la monnaie, et c'est de ça qu'ils ne voulaient pas. Ce qui est en train de se produire actuellement avec Mario Draghi leur donne raison, de leur point de vue. Voilà. Donc l'Allemagne ne voulait pas de l'euro, cet euro a été fait pour des raisons politiques, parce que d'abord toute l'Europe avait peur de l'unification allemande, du retour de Bismarck, la Grande Allemagne, etc. Mais la France, plus encore que les autres. Et ce qu'a voulu faire Mitterrand au moment de la réunification allemande, c'est qu'il a voulu l'encadrer. Il a voulu priver les Allemands du Deutschmark, qui était à la fois un instrument de puissance économique, mais aussi un référent identitaire. Et c'est ce que Kohl a dit à Mitterrand une fois. Il lui a dit le Deutschmark pour nous c'est fondamental parce qu'après-guerre nous n'avons plus eu droit au sentiment patriotique et que le Deutschmark c'est notre patriotisme de substitution. Voilà, le patriotisme du Deutschmark. Donc les Allemands ne voulaient pas se séparer du mark au départ. En plus de ça, l'Allemagne a un rapport un peu révérencieux à la monnaie qui tient à leur histoire à la fois politique et monétaire. C'est un pays qui a fait son unité très tard et c'est un pays aussi qui a fait le mark est devenu très tard. Enfin, l'unité allemande c'est 1871, le mark a été créé 2 ans plus tard et auparavant c'était un peu le chaos, quoi. Et donc il y a ça. Il y a aussi le fait qu'une fois qu'il a été créé, entre 1873 et 1945, le pays a changé 5 fois de monnaie. Il y a eu l'épisode absolument terrifiant de l'hyperinflation de 1823 qui a énormément secoué et qui a mis la société allemande un peu cul par-dessus tête.
D'ailleurs, certains expliquent que c'est à ça qu'on doit le nazisme. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout état de cause, ça a beaucoup chamboulé la société allemande. Donc il y a toute cette succession de raisons historiques qui font qu'il y a vraiment dans ce pays un fétichisme de la monnaie et de la stabilité monétaire. Une autre particularité de l'histoire allemande, c'est que l'unification monétaire a précédé par 2 fois l'unification politique au XXe siècle. L'unification monétaire de 1948 et la création du Deutschmark, sous patronage américain d'ailleurs, a précédé d'1 an la naissance de la République fédérale. Lors de la réunification, on a d'abord procédé à l'unification monétaire, c'est-à-dire à l'extension du Mark de l'Ouest à l'Est, puis seulement plusieurs mois après est intervenue l'unification politique. Donc ils vivent un peu comme ça la question monétaire comme étant une condition de possibilité de leur unité politique qui elle-même a été tardive et difficile. D'où cet attachement qu'ils avaient aux marques et les résistances qu'ils ont manifestées contre la création de l'euro, en particulier la Bundesbank, qui a été vraiment le fer de lance de la résistance à la création de l'euro, et que Kohl n'a pas écouté parce que Kohl, il a décidé, lui, qu'il allait acheter le droit de se réunifier extrêmement vite et dans les conditions qu'il avait choisies lui. Voilà. Donc il a accepté de faire l'euro. Mais la condition qui a été imposée par les Allemands en contrepartie de l'abandon du mark, ça a été de faire une monnaie unique aux conditions allemandes. Donc, pendant un temps très long, on a eu une politique monétaire qui a été menée à l'allemande. Et les conditions, ça a été les critères de Maastricht, l'idée que la Banque centrale européenne soit indépendante. En même temps, c'est vrai qu'en ce moment, elles le sont toutes. La primauté donnée à la lutte contre l'inflation surtout. Et ça, c'était vraiment important, c'était une condition à laquelle la Bundesbank tenait beaucoup. Et c'est d'ailleurs une des différences entre la Banque centrale européenne et la Réserve fédérale américaine. Si vous regardez le mandat de la Banque centrale européenne, elle doit en priorité lutter contre l'inflation et sous réserve qu'il n'y ait pas d'inflation, elle peut participer à créer de la croissance et à combattre le chômage. Alors que dans le cas de la Réserve fédérale américaine, la lutte contre l'inflation et le travail en faveur de la croissance et de l'emploi sont à égalité. Voilà. Bon, donc il y a eu tout ce truc de la lutte contre l'inflation qui est un truc très allemand et qui a provoqué, parce que la politique monétaire a été menée en particulier sous Jean-Claude Trichet, vraiment à l'allemande, quoi, et ça a provoqué des désordres dans les économies des pays qui ne devraient pas avoir une telle monnaie. Ça a provoqué un phénomène d'eurodivergence et ça a considérablement appauvri les pays d'Europe du Sud, comme on sait, avec montée du chômage, etc., montée de la dette, etc., absence de croissance. Bon. Du coup, pour éviter que l'euro n'explose, lorsqu'il y a eu la crise des dettes souveraines en 2011-2012, Mario Draghi s'est mis à ce moment-là à inventer des outils de politique monétaire hétérodoxes. Il y a eu l'OMT, il y a eu le quantitative easing, qui est actuellement toujours mis en œuvre, mais qui va se terminer fin 2019. Et à chaque fois, il faut savoir qu'au sein du Conseil des gouverneurs de la BCE, le patron de la Bundesbank a systématiquement voté non, et qu'à chaque nouvel instrument de politique monétaire non conforme au traité, selon les Allemands, il y a eu des plaignants qui sont allés quand même, qui ont porté l'affaire devant leur tribunal constitutionnel, puis devant la Cour de justice de l'Union européenne, dans l'espoir que les juridictions diraient soit c'est non conforme au traité, soit l'Allemagne n'y participera pas. Voilà. Donc à chaque fois, il y a eu des actions en justice de la part de plaignants allemands auxquels cette politique monétaire ne convenait pas. Bon. Donc le marché unique, l'euro, une troisième chose qui a beaucoup boosté l'économie allemande et qui en a fait la superpuissance économique qu'elle est, ce sont les élargissements du marché unique à l'Est en 2004-2007 et qui ont donné à l'industrie allemande une base arrière
extrêmement profitables qui permettent à ce pays les industriels allemands délocalisent la fabrication de sous-ensembles à l'Est. Les pays d'Europe centrale sont devenus une sorte d'annexe de l'industrie allemande, et ça permet aux industriels allemands de fabriquer des sous-ensembles à très bas coût. Ils les répatrient ensuite en Allemagne, ils les montent, et puis ils disent voilà, c'est made in Germany, mais ça a été fabriqué dans des pays où le coût de la main-d'œuvre est bien moindre. Voilà. Donc cet ensemble de choix économiques, la création du marché unique, l'euro, qui, soit dit en passant, est très, très sous-évalué pour l'Allemagne, de 20%. Donc évidemment, ça booste considérablement sa compétitivité coût. Et enfin, l'élargissement à l'Est, tout ça ont fait advenir l'Europe allemande. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'Allemagne est confrontée, enfin j'ai l'impression, c'est l'idée que je m'en fais, à une sorte de fatigue européenne. La réapparition des nations ne l'épargne pas, mais chez elle, ça se manifeste par le biais de difficultés qu'elle rencontre. Alors, ça fait que la France est sans arrêt en train de courir après l'Allemagne, lui propose davantage d'intégration, etc., etc., mais l'Allemagne, elle, traîne les pieds, en fait. Elle répond oui, oui, ou alors elle répond oui à des choses qui sont totalement inaccessibles, comme par exemple ce serpent de mer qui est l'armée européenne. Alors les Allemands disent oui, oui, mais en fait, je pense que tout le monde sait très bien que ça ne se fera pas. Angela Merkel a rappelé récemment que de toute façon, si ça devait se faire, ce serait dans le cadre de l'OTAN. Bon. Et en attendant, ce qui pourrait être fait effectivement et ce qui devrait être fait rapidement est différé par les Allemands. Les projets de réforme de la zone euro proposés par Macron avec un budget de la zone euro, un parlement de la zone euro, un ministre des Finances de la zone euro, bien, le oui très timide d'Angela Merkel, qui en plus est très affaibli, était quasiment l'équivalent d'un non. Récemment, on a eu la taxe GAFA aussi. La France portait ce projet de taxe GAFA avec vigueur. Au départ, l'Allemagne était d'accord, mais finalement, Angela Merkel, qui parlait au Parlement européen la semaine dernière, l'a repoussé. Plus exactement, elle a dit il faut que cela se traite à l'échelle internationale, c'est-à-dire à l'échelle de l'OCDE, et seulement si ça ne marche pas à l'échelle internationale, en 2020, on verra. Donc c'est une façon de différer ces petites choses, hein, c'est pas la révolution non plus. Mais bon, le désir de ne pas déplaire aux Américains a fait que, voilà, donc chaque chose qui pourrait être faite ou devrait être faite est repoussée par les Allemands. Et ça tient, à mon sens, à une espèce de fatigue européenne qui est liée à des difficultés qu'ils rencontrent et des difficultés qui leur sont propres et qu'on perçoit mal, à mon sens, ici en France. Et il me semble que l'Allemagne est aujourd'hui un pays qui se cherche et qui va avoir tendance à une certaine forme de repli parce que les Allemands vont avoir besoin de se retrouver entre Allemands pour traiter leurs problèmes d'Allemands, en fait. Comme ça se passe dans une démocratie normale. Bon. Alors, je peux vous expliquer rapidement quels sont ces problèmes. Il y a le problème de l'après-Merkel, de ce qui va arriver après, du fait d'abord qu'elle est très affaiblie, du fait que le paysage politique en Allemagne, qui était un paysage politique très compact, est en train de s'effriter, ce qui rend de plus en plus difficile la constitution de coalition de gouvernement. On a vu quand même que le dernier gouvernement Merkel a mis 6 mois à se constituer, donc pendant ce temps-là, évidemment, il ne se fait rien. Il y a le problème démographique, évidemment, que les Allemands ont essayé de traiter un peu via l'immigration, mais le problème c'est que l'immigration aujourd'hui ça génère d'autres problèmes, c'est-à-dire que l'Allemagne a fait rentrer chez elle 1,5 million de personnes en 2 ans, 2015-2016, mais c'est énorme dans un pays qui vieillit et qui s'est pris ce choc migratoire. Alors il va y avoir toute la problématique de l'intégration de ces gens dans un pays qui n'est pas tellement assimilationniste, qui a eu quand même longtemps le droit du sang. Et puis ça a boosté l'extrême droite qui préexistait, mais qui préexistait essentiellement à l'Est, et pour d'autres raisons qui sont aussi pour une autre raison qui est aussi un problème, c'est les séquelles de la réunification.
la réunification, finalement, qui semblait être une réussite spectaculaire, eh bien, révèle aujourd'hui qu'elle n'a pas été si bien absorbée que ça. Les Allemands de l'Est ont eu un sentiment d'humiliation. Leur économie a été littéralement dévorée, notamment par les choix monétaires qui ont été faits par Kohl. Toutes leurs élites ont été mises au rencard. Le niveau de vie n'a pas rattrapé. Les salaires ne sont pas les mêmes qu'à l'Ouest. Le niveau de chômage n'est pas le même qu'à l'Ouest. Donc, problème supplémentaire pour l'Allemagne, gérer cette réunification qui n'est pas terminée. Voilà. Et puis, il y a un dernier problème qui me semble important, c'est la dégradation de la relation germano-américaine. C'est une relation qui est très importante pour l'Allemagne, qui est structurante en fait, parce que le parapluie américain est la condition de possibilité de la poursuite de ce modèle qu'ils se sont créés, qui est un peu ils sont un peu dans un trip post-historique, quoi. Ils sont sortis de l'histoire, ils ne se mêlent plus de tout ce qui est défense, de tout ce qui est affaires étrangères, mais c'est devenu, ils ont voulu se vivre comme une grosse Suisse, comme un pays sorti de l'histoire, mais le problème c'est que aujourd'hui le parapluie américain, Trump est en train d'y mettre des conditions. Et de rappeler que finalement la garantie de l'OTAN c'est pas forcément automatique et ça insécurise pas mal en Allemagne. L'autre chose qui insécurise c'est que Trump s'attaque de manière désormais systématique à l'Union européenne qu'il a désignée comme ennemie, mais plus exactement aux excédents allemands, parce que les États-Unis ont un gros problème de déficit vis-à-vis à la fois de l'Allemagne et de la Chine, et ils sont en train d'essayer de régler ça, et Trump est très virulent sur la question des excédents allemands, et ça c'est vraiment dans une nation mercantiliste qui a tout misé sur le tout à l'export, qui a l'excédent commercial le plus élevé du monde, etc. C'est vraiment un modèle à part entière qui est mis en question par les attaques de Trump. Voilà. Mais ça dire la relation avait commencé déjà un petit peu à se dégrader avant, parce qu'il faut savoir que les États-Unis, pour cette raison d'excédent excessif, l'excédent allemand étant du déficit américain, ont mis l'Allemagne sur une liste étroite de surveillance de pays dangereux aux côtés de pays asiatiques, et le Trésor américain assez régulièrement rappelle à l'Allemagne qu'il faut qu'elle consomme, qu'il faut qu'elle investisse, qu'il faut qu'elle augmente ses salaires. Bon, et ça, voilà, cette dégradation de la relation avec les États-Unis est très insécurisante. Du coup, je pense effectivement que les Allemands sont en situation d'insécurité actuellement, et que c'est à double tranchant. À la fois, la pérennité de l'Union européenne et de l'euro leur garantit un cocon dans lequel ils sont bien et qui, en plus de ça, aide à leur prospérité économique. Mais en même temps, ils ne vont pas maintenant se lancer dans des aventures fédérales, à mon avis. Leur proposer le Parlement de la zone euro, le budget de la zone euro, c'est vain, c'est déjà perdu. Voilà. Le problème, c'est que s'il n'y a pas de budget pour aller avec la monnaie est condamnée. Voilà. Bon. Quant à la France, j'ai encore 5 minutes ? Oui. Quant à la France, dans cette affaire, elle est en train elle continue à courir après l'Allemagne d'une manière qui est très déraisonnable, à mon avis, pour 2 raisons. C'est parce que ce pays joue un double rôle pour les classes dirigeantes françaises. Il joue à la fois le rôle de modèle et le rôle de contrainte extérieure que l'on se donne pour s'en servir de levier pour faire un certain nombre de réformes qui ne sont pas populaires en France. Le rôle de modèle, c'est on en a tellement entendu sur le modèle allemand, l'Allemagne a fait les réformes, etc. Il faut que nous aussi on fasse des réformes. Le modèle allemand qu'on veut copier, en fait, on s'aperçoit pas que, d'abord, il est pas exempt de tout défaut. Il a généré énormément d'inégalités. Aujourd'hui, beaucoup d'économistes allemands planchent sur cette histoire des inégalités sociales, de la question des travailleurs pauvres, la question des mini-jobs, etc. Les réformes qui ont été faites en Allemagne ont en fait détruit un modèle. Le capitalisme régnant, c'était beaucoup plus protecteur que ça au départ. La vérité, c'est que les réformes néolibérales n'ont pas épargné l'Allemagne, et que le modèle allemand qu'on veut nous faire copier, c'est le modèle allemand après le modèle allemand, c'est-à-dire le modèle allemand néolibéralisé.
En plus, c'est un modèle qui est d'autant plus fragile que c'est un modèle exportateur qui est très soumis à l'état de santé économique du monde, en fait. Si la croissance mondiale se ralentit, il n'y a pas tellement de plan B dans un pays qui refuse absolument de relancer sa demande intérieure. Bon. Donc, à mon sens, ce modèle-là, il est un petit peu épuisé, mais on veut malgré tout nous le faire copier. Alors, on nous présente cette Allemagne comme étant voilà, un parangon de vertu et de surpuissance économique à laquelle il faudrait ressembler. Bon. Et puis, je pense que l'Allemagne joue aussi un petit peu le rôle de contrainte extérieure, mais ça c'est vrai de l'Union européenne en général, c'est-à-dire que grâce à la construction européenne, en réalité, on a monté la capacité de décision à l'échelon supranational, on a décorrélé les élections des politiques menées, l'Union européenne est organisée de telle sorte que c'est une organisation de l'impuissance politique, en fait. Les élites françaises ont organisé, les élites de tous les pays ont organisé leur impuissance politique en votant des traités qui les privent de leur capacité d'action, ce qui est bien commode quand on ne veut pas agir, que de pouvoir dire qu'on ne peut pas agir. Voilà. Et l'Allemagne, c'est un peu ça. C'est une contrainte supplémentaire que les classes dirigeantes françaises s'offrent pour pouvoir dire « Ah là là, mais il faut absolument faire les réformes pour regagner la confiance de l'Allemagne. » Dans quel but? On pourrait dire aussi que l'Allemagne a besoin de faire des réformes pour regagner la confiance de la France. C'est un pays qui ne consomme pas assez, qui a des salaires trop faibles, qui sous-investit de manière chronique, dont les infrastructures publiques sont en piteux état. Bon, la France pourrait profiter de la faiblesse de Merkel pour lui mettre l'udine entre les mains et lui dire il faut maintenant que l'Allemagne relance sa consommation intérieure pour jouer un peu le rôle de consommateur de dernier sort en zone euro. Et c'est pas du tout ce qu'on fait. On nous explique plutôt qu'il faut réformer dans le sens allemand, absolument sans voir que ce fameux modèle allemand, il a été très abîmé par le néolibéralisme. C'est un peu l'Allemagne, c'est un pays qui au XIXe siècle a raté sa révolution démocratique et libérale en 1848. L'unité allemande ne s'est pas faite sous la houlette des libéraux et démocrates, mais elle s'est faite 30 ans plus tard sous la conduite de l'aristocratie prussienne, en fait. Et il découle de ça un conservatisme réel, ancré, dont je pense que les élites françaises sont envieuses et elles voudraient implanter ça au pays de la Révolution française. C'est mon interprétation de cette passion pour l'Allemagne. Voilà, je vais en rester là. Merci. Bonsoir. Donc je ne vais pas suivre les recommandations des organisateurs, je ne vais pas parler de l'Allemagne puisque Coralie Delhomme en a très bien parlé et j'adhère à tout ce qui a été dit de manière très, très sobre mais très juste et très juste. Ce que je voudrais concentrer mon intervention, qui sera brève, à cerner les causes de ce à quoi Coralie Delhomme a fait allusion à la fin de son intervention, c'est-à-dire l'impuissance politique européenne et l'incapacité d'agir. Pour quelles raisons, à la fois l'Europe et les nations européennes sont-elles aujourd'hui encalminées dans l'impuissance, dans une impuissance dont elles ne savent pas comment sortir. J'ai bien dit l'Europe et les nations européennes, car même si nous avons nos choix partisans, il faut aussi faire quelques efforts vers l'impartialité et mesurer que la faiblesse politique de l'ensemble européen n'est pas due seulement à la faiblesse politique de l'Union européenne, mais aussi à la faiblesse politique des nations européennes prises en elles-mêmes. Alors, pour commencer à cerner la configuration présente de l'ensemble occidental, je commencerai par dire un mot de la différence de situation entre les États-Unis et l'Union européenne. On les présente toujours comme, disons, les deux moitiés de l'ensemble occidental. En réalité, ce sont deux moitiés très peu comparables politiquement. Les États-Unis sont un agent politique de plein exercice, en vérité le premier agent politique dans le monde, ou le principal agent politique dans le monde, aujourd'hui encore, tandis que les nations européennes sont d'anciens agents politiques,
on pourrait dire des anciens agents politiques, ou des agents politiques en retraite, n'est-ce pas, ou à la retraite, et que l'Union européenne n'est encore qu'un agent politique virtuel. Je dirais plutôt virtuel que potentiel, comme on a coutume de le dire. Tandis que Donald Trump veut réattacher en quelque sorte l'empire américain à la nation américaine, réorienter la politique intérieure et extérieure de l'empire libéral en fonction des intérêts nationaux américains, qu'ils soient bien ou mal conçus, ce n'est pas notre problème, mais enfin, telle est la politique relativement cohérente du président américain. Les Européens veulent quoi? Que veulent les Européens? On peut dire ce que veulent les Américains, quoi qu'on en pense, mais que veulent les Européens? Les Européens ne veulent pas, ils voudraient. Ils souhaiteraient. Ils souhaiteraient quoi? Ils souhaiteraient que l'Union européenne produise une force, en tout cas une influence politique proportionnée non pas au corps politique européen, il n'y en a pas, mais je dirais à la quantité européenne, la quantité démographique, quantité économique, quantité financière, quantité de talent scientifique, talent artistique, que sais-je, produire une quantité de force proportionnée à la quantité européenne. Donc le problème américain est celui de l'emploi judicieux de la force dont il dispose. Le problème européen, celui de la production de cette force qui n'est encore que virtuelle. Alors, pourquoi les Européens ont-ils si peu de force réelle, alors qu'ils disent avoir tant de force potentielle, comme ils disent, ou comme je dis plutôt, virtuelle? Je crois qu'il faut revenir très brièvement, et vous me pardonnerez ce raccourci historique, sur l'histoire des nations européennes, quelques siècles en 20 lignes. Plus précisément, sur les ressorts du dynamisme historique des nations européennes. Il faut bien voir que du XVIe au premier XXe siècle, l'arc des nations européennes est un arc conquérant. À partir du XIXe siècle, les grandes nations européennes, démocratiques déjà, comme la France, ou en voie de démocratisation, comme à peu près tout, travaillées par la démocratisation, elles déploient leurs principes, démocratiques souvent, et leurs forces croissantes, tant vers l'intérieur que vers l'extérieur. Donc, à partir du XIXe siècle, disons on peut penser de la Révolution française, l'Empire, puis la Révolution industrielle, enfin tous ces grands développements qui font les grands chapitres de livres d'histoire, les Européens déploient une immense dépense d'énergie. Ils ont alors le sentiment à la fois très vif et très sincère d'être à l'avant-garde de l'humanité, de construire une civilisation qui pourvoit à toute la gamme des besoins humains, bien mieux que toutes les autres civilisations contemporaines ou passées, et ainsi manifeste aux yeux de tous que les Européens ont pour eux à la fois la force et le droit. Ils ont la force et le droit, et donc ils imposent, provisoirement peut-être, mais légitimement, leurs lois au reste du monde. Je crois qu'il faut partir de cette scène originaire, n'est-ce pas, dans laquelle l'Europe a conquis le monde scientifiquement, politiquement, militairement, et pour ainsi dire, spirituellement. Les Européens se sentent très fortement avoir à la fois, je le répète, la force et le droit. Et ceci, ce n'étaient pas les convictions des extrêmes ou des impérialistes ou des colonialistes, c'était, je dirais, la conviction, pour ainsi dire, évidente de certaines des figures parmi les plus centrales, je dirais les plus honorables de l'histoire européenne. Prenez parmi
les publicistes ou les philosophes politiques européens, John Stuart Mill aux États-Unis, en Angleterre, pardon, Tocqueville en France, ou parmi les figures politiques, prenez en France Jules Ferry. Ce sont des figures politiques et morales, comment dire, qui ont cette intelligence du monde qu'ils sont en train de construire comme étant entraînés dans un mouvement de progrès à la fois moral, social, économique, qui justifie, qui légitime cette prise de contrôle de l'ensemble du monde. Et vous savez qu'aussi bien que comme John Stuart Mill était favorable en quelque sorte à l'éducation par l'Angleterre des peuples moins avancés, eh bien Tocqueville, le grand philosophe démocratique et libéral, était aussi, comme on lui reproche beaucoup aujourd'hui de façon très anachronique, était aussi un partisan fervent de la colonisation de l'Algérie, non pas telle qu'elle s'est faite, mais telle qu'elle aurait pu se faire. Bref, la colonisation des 2 derniers siècles fut portée par des nations en voie de démocratisation qui se voyaient, non sans raison, à la tête du progrès humain. Ensuite, qu'avons-nous vu? Je ne vous apprends rien. Le ressort des grandes nations européennes fut brisé d'abord par l'épuisement consécutif à la Grande Guerre, épuisement particulièrement marqué en France, qui a porté le poids principal de la guerre du côté des Alliés. Ensuite, et finalement, ce ressort a été brisé, achevé d'être brisé par je dirais, synthétiquement, n'est-ce pas, le déshonneur consécutif aux années 1933-1945. Vient donc la décolonisation. La décolonisation, qui est un phénomène majeur aujourd'hui, je dirais oublié d'une certaine façon, ou plutôt aujourd'hui exclusivement moralisé et non plus considéré politiquement. Et que je voudrais ici rapidement considérer politiquement. Car la décolonisation se poursuit encore aujourd'hui. Car, comme la colonisation, elle est une dynamique. Et pour ainsi dire, un emportement. Et j'ai évoqué l'emportement des nations européennes à partir du début du XIXe siècle à la conquête du monde. Eh bien, le mouvement de décolonisation est lui aussi, à son tour, un dynamisme, un momentum, comme disent les Américains, un emportement. En effet, le mouvement de décolonisation, ou ce que nous pouvons résumer sous ce terme, n'a pas établi, je dirais, un ordre juste, normal, stable, après ce qui nous paraît aujourd'hui l'injustice et, pour ainsi dire, la pathologie coloniale. Ce n'est pas la décolonisation comme fin de la colonisation, arrêt de la colonisation et retour chez soi. Je l'ai dit, il s'agit d'un mouvement, d'un emportement contraire qui n'est pas achevé ou dont l'énergie n'est pas dissipée. Et ce qui se poursuit, c'est la grande rétraction des nations européennes. Il n'a pas suffi de décoloniser au sens strict, je viens de le rappeler, ni de ramener les colons, comme on disait, à l'intérieur des frontières de l'Hexagone, ni même d'y accueillir, comme nos concitoyens, les populations naguère sujettes, ce qui se produit aussi. Cela, c'est l'extérieur et le visible. Ce qui se passe à l'intérieur est plus important encore. Et quand je dis à l'intérieur, je veux dire à l'intérieur des cœurs et des âmes. Car qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Et qui est le ressort de l'impuissance politique de l'ensemble européen. Tout simplement que nous ne savons plus que faire de ce que nous sommes. Et depuis 30-40 ans, nous procédons, en tout cas depuis 30 ans, à un évidement précipité, quoique méthodique, de notre être intérieur. Notre être intérieur, c'est-à-dire
de la forme de vie que les nations européennes avaient adoptée, développée au cours de l'histoire. Cela fait 2 ou 3 décennies que les populations européennes s'imposent ce que j'appellerais une sorte d'apnée sociale et morale. Elles n'osent pas respirer. Elles n'osent pas prendre de la place, même elles n'osent pas garder leur place. Elles ne se reconnaissent, et c'est le point principal, elles ne se reconnaissent aucun droit à la forme de vie qui était et qui est la leur. Elles ne se reconnaissent aucun droit à la forme de vie qui était et qui est la leur. D'où la décision fatale de l'Union européenne de n'être non pas l'union politique de la réalité européenne, non pas la synthèse des forces des nations européennes. Il ne s'agit rien de cela. La décision de l'Union européenne est de n'être rien, que l'Europe ne soit rien que le lieu des droits de l'homme. Le lieu des droits de l'homme, vide de toute forme de vie propre, pour être toujours plus ouverte aux formes de vie des autres, de tous les autres, quels qu'ils soient. Les élites européennes se sont cachées la réalité de l'évidement, et pour ainsi dire de l'éviscération de l'Europe, en imaginant qu'elle construisait un empire du droit ou un empire des droits destiné à s'étendre à l'humanité entière. À leurs yeux, écoutons-les, entendons-les, en tout cas écoutons-les, à leurs yeux, l'Europe est toujours à la tête de l'humanité, mais non plus en imposant sa loi, mais au contraire, en disparaissant comme ensemble humain distinct, en s'engageant la première sur le chemin d'une humanité sans forme ni force, et sans autre principe social et moral que les droits illimités de l'individu, que nous appelons les droits de l'homme, ce qui est une façon très raccourcie et très inexacte de le dire, puisqu'il s'agit, comme disait Marx, n'est-ce pas, de l'homme séparé de l'homme, en bon français, l'individu. Les droits illimités de l'individu. Donc, sous le nom d'Europe, qui lui donnait une sorte de chair historique, de concret, d'apparence concrète, ce à quoi se voue l'Union européenne, c'est à instituer au cœur du monde, j'allais dire, un vide humain, qui soit le lieu d'une humanité sans forme ni force, qui puisse être ainsi ouverte à tous les autres et qui ne dispose, ne propose et encore moins n'impose aucune forme de vie propre. Hélas, comme vous le savez, les autres ne nous ont pas suivis sur ce chemin, ils ne nous suivent pas sur ce chemin, ils ne veulent pas disparaître, même pour devenir meilleurs. Et donc, ils nous pressent de plus en plus, amis ou ennemis, ils nous bousculent, et le protecteur américain, l'ami américain, nous bouscule de plus en plus, et se conduit de manière de moins en moins amicale. Et donc, et c'est là le cœur de notre prédicament, si j'emploie un anglicisme, c'est un mot que les Anglais nous ont volé, dont je peux bien le leur reprendre. Ce qui a été brisé en Europe, c'est la continuité entre l'agent et son action. Nous demandons une action, une grande action, une armée européenne, une défense européenne, une diplomatie européenne, mais il n'y a pas d'agent derrière. Il n'y a pas d'agent qui se croit, qui se juge en droit d'agir. À l'agent politique, que ce soit la nation ou l'Europe unie, ou l'Union européenne, nous avons retiré le droit d'être soi. Le droit d'avoir un intérêt distinct, d'avoir un honneur, une fierté propre, d'avoir des mœurs propres que l'on puisse aimer et même éventuellement préférer. Le droit d'être attaché à la religion ancienne de l'Europe.
je veux dire le christianisme, en tout cas le droit de le montrer. Et donc, l'action est séparée de tout agent ayant une physionomie propre. L'action collective, l'action politique, étant séparée de tout agent qui a une physionomie sociale et politique propre, elle est suspendue dans le vide et elle, eh bien, ne peut pas être activée. Elle n'est que virtuelle ou potentielle. Ou plus précisément, n'étant plus l'expression d'un agent collectif, l'action des institutions n'a plus pour guide que les règles abstraites de l'économie et du droit. Parce que l'économie et du droit, on peut penser qu'elle règle l'action des individus. Le droit met en œuvre les droits de l'individu et l'économie permet à chaque agent de l'économie de chercher son intérêt propre, en respectant, espère-t-on, l'intérêt des autres. D'où la configuration politique présente et la fracture qui la caractérise entre les populismes et les élites, entre les déplorables, comme disait Madame Clinton, pour désigner les électeurs de Donald Trump, et les respectables. Et sous des langages, sous des termes divers, c'est la même chose en Europe et aux États-Unis. Alors le populisme, je le définirais en termes, là aussi, j'allais dire psychiques, moraux. Le populisme, c'est un amour de soi malheureux, parce qu'il se sent légitime, il sent malgré tout qu'il a le droit d'aimer ce qu'il est, d'aimer la forme de vie qui est la sienne, mais il ne parvient pas à trouver une expression politique un peu convaincante à cet amour de soi. Donc il est perplexe, irritable, en colère, éventuellement vitupérant. Les élites, de leur côté, ou les respectables, c'est-à-dire tous ceux dont l'action est en principe divorcée de tout amour de soi, tout sentiment de soi collectif. C'est une action qui se veut purement rationnelle, organisatrice des flux, mais divorcée de tout corps collectif. Et par conséquent, dont le seul affect social et politique se ramène au mépris ou à la condescendance à l'égard de ceux qui sont encore attachés à une forme collective. Mépris ou condescendance à l'égard de populations assez primitives, assez frustes du moins, pour être attachées à leurs mœurs et à la forme collective de leur vie, assez frustes pour s'aimer encore un peu elles-mêmes. Et donc, je dirais que notre problème s'enracine dans les affects primordiaux de ceux qui nous gouvernent et aussi de ceux qui sont gouvernés. Ceux qui nous gouvernent ne sont sûrs d'eux et de leur droit d'agir et de commander que pour une seule chose, pour rabrouer leur peuple, pour le mettre au pilori pour ses bassesses et ses crimes, réels ou supposés, dans son histoire, se plaçant à l'égard du peuple qu'il gouverne dans la position d'un juge ultime des âmes et des cœurs. Et c'est ainsi que nos gouvernants discernent des chemises brunes sous toutes nos chemises, ou nos gilets plutôt. Là, ils sont sûrs d'eux-mêmes. Mais dès qu'ils ont affaire aux autres agents politiques, amis, ennemis, entre les deux, adversaires, c'est tout autre chose.
Ils perdent toute assurance. En vérité, ils ne savent plus que faire. On l'a vu tout récemment avec la tragicomédie de la rupture des accords avec l'Iran, où le traité déchiré par Trump, eh bien, les Européens ont décidé que, n'est-ce pas, ils allaient faire en sorte que les entreprises puissent encore commercer avec l'Iran, mais le véhicule financier qu'ils ont produit et qui devait assurer un troc pour ce faire, eh bien, il faut encore qu'un pays européen accepte d'être le site, le lieu où cet instrument financier sera institué. N'est-ce pas ? Eh bien, aucun pays européen n'ose être cet audacieux, ou plutôt ce téméraire, qui accepterait de déplaire à ce président Trump, dont, par ailleurs, on dit que sa politique va forcer les Européens à se réunir. On voit bien que jamais nous n'avons été aussi dociles à l'égard d'un président américain. Si, et je termine avec cela, si nos gouvernants sont si, je ne vais pas leur appliquer l'adjectif, je ne vais pas dire sont si déplorables, je vais dire sont si décourageants, ou s'ils nous encouragent si peu, ou s'ils nous découragent à ce point. C'est pourquoi ? C'est pas parce que nécessairement ils seraient individuellement incapables de courage ou de lucidité ou que sais-je. Mais c'est qu'il leur faudrait décider ou parler pour un nous national ou européen, qui n'existe pas vraiment à leurs yeux, qui n'est pas vraiment légitime à leurs yeux. Et je le souligne, bien sûr, nos dirigeants nous opposent une légitimité européenne à nos désirs d'indépendance nationale, mais ils ne croient pas. Ils croient à l'Europe quand il s'agit de rabrouer les nations, mais ils ne croient pas à l'Europe quand il s'agirait de faire agir l'Europe. L'Europe n'existe pas vraiment à leurs yeux. Autrement, si elle existait vraiment, ils voudraient la défendre. Si elle existait vraiment à leurs yeux, ils voudraient effectivement une armée européenne. Ils n'en veulent pas. Ils s'en parlent. Donc, le problème, et je n'ai pas de solution à ce problème tel que je le discerne, n'est-ce pas, c'est que il n'existe pas l'ensemble humain qu'il dirige, qu'il gouverne officiellement, à la fois les nations et l'Union européenne, n'est pas vraiment légitime, ou en tout cas n'est pas suffisamment légitime, suffisamment grand, suffisamment noble, suffisamment juste, suffisamment aimable, que sais-je, pour être le sujet et l'objet d'une grande action, qui, évidemment, ne va jamais sans quelques risques. Donc, c'est cela qui fait que depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, on tient les mêmes discours pour dire ce qu'il faudrait faire, et tout le monde dit exactement ce qu'il faudrait faire, mais personne ne fait, on peut dire, le premier demi-pas pour le faire, parce que ce sentiment de la légitimité de l'action collective est perdu. Et encore une fois, il affecte aussi bien les nations que l'Union européenne. Et c'est pourquoi j'en termine là, c'est pourquoi je me suis permis de faire ce raccourci historique. La situation dans laquelle nous nous trouvons, nous sommes, au terme, je ne sais pas si c'est le terme, mais nous sommes encore emportés par ce mouvement de rétraction des nations européennes honteuses aujourd'hui de la confiance, de l'audace, de la témérité, de la brutalité avec lesquelles elles se sont répandues sur le monde et ont exercé leurs forces et leurs droits, et elles ne cessent pas, depuis 30, 40, 50 ans, de se rétracter, et dans un sentiment croissant de leur illégitimité. Et je crois que le problème devant lequel nous nous trouvons, c'est le problème de l'amour de soi,
c'est celui du droit d'aimer ce que nous sommes et celui de la légitimité de l'action au nom de ce que nous sommes. Et c'est cette absence d'affection de soi, d'amour de soi, et c'est ce défaut de légitimité, celui que nous éprouvons, qui nous paralyse. Voilà, je vous remercie. Merci. Vous avez sûrement des questions. Ouais. Oui, la progression des Verts, je pense que c'est dû au fait que le Parti social-démocrate, comme tous les partis sociaux-démocrates d'Europe, est en perte de vitesse. En plus de ça, ils participent au pouvoir, donc le centre-droit et le centre-gauche sont devenus... plus personne n'est capable de les différencier. Après, le potentiel de croissance des Verts, j'avoue que j'ai pas d'idée. Le fait que le paysage politique soit pas tout à fait le même à l'est et à l'ouest, oui, c'est ce que j'ai dit, c'est qu'il y a aujourd'hui des séquelles de la réunification allemande, et à mon avis qui sont pas seulement des séquelles économiques, mais qui ont rapport avec le sentiment d'humiliation. Parce qu'en réalité, vous pouvez lire par exemple un livre qui s'appelle Le Second Anschluss, c'est un sociologue italien qui a écrit ça sur le processus de réunification. En réalité, l'ex-RDA n'a pas été elle n'a pas été associée au processus de réunification, elle a été gobée en fait, elle a été avalée par la RFA. Et résulte de ça, oui, un sentiment d'avoir été nié. Et je pense que c'est pour ça que l'extrême droite est plus puissante à l'Est qu'elle ne l'est à l'Ouest, indépendamment de la question des salaires plus faibles, etc. C'est bon ? Oui, bon, la civilisation européenne, il est facile de transformer ceci en slogan. Une certaine extrême droite a, depuis longtemps, usé de ces slogans. Je ne pense pas que s'aimer soi-même pour les pays européens consiste à produire une notion idéologique de la civilisation européenne et de descendre dans la rue au nom de cette version idéologique. L'Europe n'est pas séparable de sa diversité, de son histoire et de ses nations. Donc, la réalité de la vie européenne, c'est pas la civilisation européenne ou la politique européenne ne consistera pas à extraire de la prodigieuse complexité et richesse de l'histoire européenne 2 ou 3 notions, 2 ou 3 références que l'on va monter en épingle pour dire voilà la civilisation européenne et c'est au nom de ça qu'on va vous demander de vous rassembler. Non. Si je suis, disons, très attaché à la fois la forme nationale et à l'indépendance nationale, c'est parce que, je dirais, la vitalité de la civilisation européenne a été faite de la communication, à la fois rivalité et émulation entre les nations. Donc la réalité de la vie européenne, et la force qu'a encore aujourd'hui l'Union européenne, c'est la force et la vitalité de ces nations, ce qui en reste. Donc surtout, je ne plaide pas pour une idéologisation, n'est-ce pas, de ces notions. Il ne s'agit pas de faire un parti, comme les uns veulent faire ceux qui aiment l'Europe, l'Europe des valeurs, alors on ne va pas leur opposer une Europe de la civilisation. Mais je crois simplement que, si j'ai insisté sur ces termes psychologiques, amour de soi, c'est précisément amour de soi, sentiment de légitimité, sentiment de justice. Ce ne sont pas des notions idéologiques, ce ne sont pas des notions partisanes. Ce sont des affects qui peuvent se déployer de façon très, très diverse. J'ai mes choix politiques comme tout le monde, mais je ne pense pas avoir le monopole de l'amour de ma nation, n'est-ce pas ? Donc ce que... je veux dire, le mal... Le trouble, en tout cas, que je désigne, je crois qu'il est très partagé. Ce n'est pas simplement les politiques qui sont timides, qui sont passifs, qui ne croient pas à ce qu'ils font et qui ne croient pas à ce qu'ils disent.
Parce que s'ils y croyaient un petit peu, depuis 30 ans, ils auraient quand même commencé à faire quelque chose. Bon. C'est que nous tous, d'une certaine façon, les forces sociales elles-mêmes elles aussi éprouvent ce sentiment d'illégitimité, de doute, d'incertitude, de est-ce que vraiment ce que nous sommes mérite d'être aimé, ainsi de suite. Donc, ce que j'essaie de dire ne se prête pas, si j'ose dire, à une capture idéologique. N'est pas, comment dire, ne s'exprime pas dans des formules idéologiques et pour ainsi dire, rebelle à toute captation idéologique. C'est une sorte de problème social, politique, moral, spirituel, comme on voudra dire, que toutes les forces qui animent nos pays éprouvent, n'est-ce pas? Donc on a d'un côté ces pays dans le monde qui sont tellement sûrs d'eux-mêmes, qui sont tellement tranchants, qui bousculent, qui insultent, et nous sentons bien que quand même l'Europe devrait, dans ce monde-là, faire entendre sa voix, avec simplement de meilleures manières et peut-être une vue de la vie humaine un peu plus complète et un peu plus satisfaisante, mais nous n'osons pas, nous sommes paralysés, et c'est cette paralysie qu'il faut, je crois, explorer, dont il faut essayer de sortir, en l'ayant exploré réellement dans ses profondeurs, si je peux dire. Et bien sûr, il faut faire des reproches aux uns et aux autres, mais d'une certaine façon, nous sommes tous responsables de cette paralysie. Non, mais l'européisme, c'est une idéologie, et il y a toujours un caractère un peu religieux dans l'idéologie. Ce sont des croyances séculières, comme a pu l'être la croyance dans le communisme. Voilà. L'idéologie, c'est d'ailleurs pour ça que c'est très puissant. C'est que, je sais pas, moi, quand je discute avec des européistes, ils m'expliquent vraiment que c'est la fin du monde quand ça va se terminer, comme s'il n'y avait rien eu avant, en fait, comme si l'Europe avait attendu le traité de Maastricht pour exister, alors que c'est pas vrai du tout. C'est quand même une création très récente et une forme particulière d'origine. Mais oui, il y a toujours quelque chose d'un peu religieux dans l'idéologie. C'est pour ça que c'est si fort. Qu'on se remet en question. Peut-être une question. Oui, c'est vrai que la situation de l'Allemagne et d'un certain nombre d'autres pays qui sont des pays prêteurs, qui sont en excédent, qui sont des pays prêteurs, est délicate, parce que à partir du moment, tant que le système reste pérenne, le pays qui prête n'a aucun problème, et non seulement il n'a aucun problème, mais même il gagne de l'argent, parce qu'on ne prête pas à titre gracieux. Et c'est la raison pour laquelle, finalement, l'Allemagne a fait un peu d'argent sur le dos de la Grèce. La BCE en a fait aussi parce qu'elle a prêté également, etc. Le problème, c'est qu'effectivement, au moment où ça s'écroule, évidemment, le pays qui a prêté est le pays le plus en difficulté. Et c'est la raison pour laquelle, par exemple, l'Allemagne a absolument refusé une restructuration de la dette grecque. Parce qu'une restructuration, c'était une perte sèche, alors que pour l'instant, elle n'a accordé que des prêts. Donc il n'y a rien qui a été donné. La situation d'être le principal prêteur, c'est effectivement très dangereux à terme. Oui, c'est des pays qui économiquement sont libéraux. La Pologne, c'est un peu le bon élève de Maastricht quand même. C'est un pays qui respecte les critères. Bon, elle n'est pas dans l'euro, mais malgré tout, elle respecte les critères. Mais eux, ils se sont surtout coalisés de manière ponctuelle autour de la question migratoire. Ce sont des pays qui ont aussi un problème démographique et qui ont un peu une sorte d'inquiétude de la disparition ethnique, quoi. Donc cette affaire de migrants, pour eux, je pense qu'on aura bien du mal à leur imposer de faire entrer de l'immigration pour ces raisons de démographie déclinante. Et puis la question de la souveraineté chez eux est un peu... Ouais, ce sont des pays qui ont quand même l'habitude de vivre en régime de souveraineté limitée, et donc ils sont un peu jaloux de leur souveraineté. Mais ils vont, à mon avis,
c'est pas eux qui vont sortir, parce que eux, finalement, on déclare qu'on va leur imputer des sanctions, mais ça ne peut pas se faire étant donné la manière dont les choses se passent. C'est-à-dire que pour les sanctionner, il faudrait une unanimité à un moment ou à un autre. Et elle ne se produira jamais puisqu'ils se portent assistance les uns les autres. On ne peut pas les sanctionner, on ne peut pas les sortir. Ils ne sont pas dans l'euro, donc la BCE ne peut pas mener contre eux d'action hostile, comme elle l'a fait vis-à-vis de la Grèce, où elle a attaqué, enfin, elle a remis en question le refinancement des banques grecques, et elle les a conduites à la fermeture et presque au bord de la faillite. Ça, la Banque Centrale Européenne ne peut pas le faire avec ces pays-là qui ne sont pas dans l'euro. Donc, ils n'ont pas véritablement de raison de faire sécession, parce qu'ils touchent des fonds structurels, et la contrainte est minimale au final. Bonsoir. J'ai un commentaire que je vais essayer de déguiser en question. Alors ma question, ça sera de savoir dans quelle mesure on peut parler, non pas d'un couple franco-allemand, mais comme vous l'avez fait tous deux, finalement, depuis le début de la conférence, vous avez parlé sans cesse de la France et de l'Allemagne. Ce qui vous amène forcément à parler de la culture, voire de la psychologie de la France et de l'Allemagne, des imaginaires nationaux, etc. Dans quelle mesure, effectivement, on peut parler de la France et de l'Allemagne dans ces questions européennes? Dans quelle mesure, effectivement, l'opinion mène le monde, et même le vote mène le monde? Un exemple très simple. Au-delà même de ce que peuvent penser les Français, qui a, à mon avis, assez peu d'importance dans les décisions prises, en tout cas par rapport au cadre européen, ce que même ils votent, nous le savons tous depuis 2005, a une importance extraordinairement relative. Donc tout ça pour vous dire, est-ce qu'il est déraisonnable, y compris pour comprendre ce qui se passe, ce qui se joue, de considérer qu'il y a deux entités qui se parlent, la France et l'Allemagne, puis une troisième entité dotée d'une psychologie particulière, d'un affect particulier, qui serait l'Europe? N'y a-t-il pas plutôt, et c'est là où ma question se transforme définitivement en commentaire, n'y a-t-il pas plutôt des forces sociales liées à des forces économiques qui sont en jeu? N'y a-t-il pas du fait, c'est quand même le grand thème surtout d'actualité, n'y a-t-il pas un séparatisme délibéré des élites, favorisé par le cadre européen, appuyé sur une chose toute simple qu'on appelle le capitalisme, sa phase actuelle, qui fait que du coup, la psychologie des Français, leur culture, leur ceci, leur cela, n'a pratiquement aucune importance dans ce qui se joue dans le cadre européen. N'y a-t-il pas donc, à un niveau européen, pour la France, comme peut-être que je connais bien, pour l'Allemagne que je connais mal, n'y a-t-il pas justement, à travers la construction européenne, la possibilité historique pour le capital dans sa frange, et pour la bourgeoisie dans sa frange la plus élevée, et sur celle qui possède réellement du capital et d'une meilleure production, de s'affranchir précisément de ces entités que sont l'Allemagne et la France, leur psychologie, leurs affects et leurs peuple. Mais carrément, bien sûr, évidemment. Ce qui a été bâti, c'est une Europe de classe. Ça change tout le commentaire. Ça ne change pas tout le commentaire, parce que les pays et les histoires nationales et les représentations nationales existent quand même. Elle est devenue de plus en plus une Europe de classe. Elle n'a pas commencé comme cela, je crois. C'est-à-dire elle s'est construite quand même autour des nations, et à une époque où les syndicats étaient puissants, il y avait des forces comparables, proches idéologiquement, moralement, de part et d'autre du Rhin, ou avec l'Italie. Mais c'est progressivement que le contenu national des nations s'est évidé, et de plus en plus, en effet, l'évolution économique générale a fait que la classe de ceux qui se jugent raisonnables a vu sa chance dans la construction d'une Europe qui légitimerait à la fois son statut social, mais aussi l'idée qu'elle se faisait de la bonne vie. Et ceci s'est aggravé de jour en jour, ou de mois en mois, jusqu'à ce que, effectivement, aujourd'hui, c'est le problème dans lequel sont les nations et l'Union européenne. En effet, la classe dirigeante n'a plus d'autre rapport à l'intérieur de l'Europe que ce mépris ou cette condescendance ou cette arrogance que tout le monde dénonce à juste titre, mais je dirais la vacuité de la classe dirigeante est quand même
comment dire, la pauvreté de ces ressorts moraux, sociaux, politiques est quand même concernante. D'où l'escalade rhétorique dans laquelle on les voit lancer, et la ressource rhétorique, comment dire, qui commence à être vraiment désespérante. Il faut que derrière chacun de ceux qui s'adressent à eux, ils voient la peste brune. Ce recours à ce langage, non seulement est une grosse ficelle rhétorique, comme toutes les politiques en suscitent, mais ça traduit aussi quand même la vacuité, la pauvreté de la classe dirigeante européenne. Est-ce que c'est pas le signe d'une fin de cycle, cette pauvreté du langage, cette unique propension à pouvoir accuser et non plus affronter son plan intellectuel? Fin de cycle. Quelque chose. En tout cas, affaiblissement, oui. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de force. Jusqu'à présent, je veux pas continuer de décourager le public, mais les forces qui devraient intervenir pour réarmer moralement, ou du moins redonner des contenus sociaux, moraux, politiques à la vie européenne, elles sont assez parfois brillantes, mais jusqu'ici assez peu convaincantes malgré tout. Vous voyez, les populismes, il ne s'agit certainement pas de les diaboliser, mais pas non plus de les diviniser, pour revenir à la théologie, parce que tout de même, jusqu'à présent, leur capacité d'influer positivement et un peu durablement sur la configuration européenne, et ils ne sont pas. Cette capacité n'est pas avérée, n'est pas prouvée. Merci Pierre Manon. Tu as vraiment parlé. Oui, sinon, pour finir avec cette affaire de génome culturel des peuples, enfin, je ne sais pas si vous vous intéressez à ce que peut écrire Emmanuel Todd. Moi, j'avoue que je suis très, très, très influencée par ça. Et donc, dans l'Invention de l'Europe, notamment, un livre qui m'a beaucoup, beaucoup influencée, il décrit les typologies des familles souches des différents pays. Et ce qui ressort de l'Allemagne, et c'est la raison pour laquelle je dis l'Allemagne, c'est que la famille souche allemande, c'est une famille autoritaire et inégalitaire. Et c'est la raison, à mon sens, qui explique l'histoire allemande, et le fait notamment que ça a été un pays militariste, très respectueux des hiérarchies, un pays qui s'est unifié sous l'impulsion de l'aristocratie terrienne, etc. Et donc, pour moi, cette particularité culturelle allemande, la raison est à trouver dans cette configuration anthropologique, et je pense que les élites dirigeantes françaises jalousent cette particularité qui permet aux classes dirigeantes allemandes d'imposer aux catégories populaires allemandes des réformes très inégalitaires sans qu'elles bougent. Et au bout du compte, ce que voudraient les Emmanuel Macron ou tous ceux qui lui ont précédé, c'est pouvoir mater le peuple comme c'est possible en Allemagne, à mon avis. Voilà. Bon, on va devoir s'arrêter là. Merci beaucoup à tous, et merci beaucoup Pierre Manon et Corinne Deveau.